Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui s'intitule Être ingénieur agronome au service de production agricole. Je me présente, je m'appelle Sylvie Chabanon et je travaille sur le campus agronomique de Clermont-Ferrand. Je suis conseillère en insertion professionnelle et j'accompagne donc les étudiants pour réfléchir à leur futur projet professionnel. Car la diversité des métiers qui s'offrent à nos étudiants à l'issue de la formation est très large. Il y a un panel de métiers accessible qui est extrêmement large et donc nous allons au cours des différentes conférences vous présenter 5 métiers différents et c'est pour ça que nous avons invité Damien Nicolas qui travaille chez Bio Bourgogne, qui est un jeune diplômé de notre école. Et donc, je vais te laisser te présenter, Damien, et nous expliquer ton parcours avant d'arriver à l'école déjà. Bonjour à tous, désolé pour le fond d'écran noir, c'est un petit problème d'internet. Mais... c'est pas grave. Donc Damien Nicolas, au niveau de mon parcours, donc comme l'a dit Sylvie, aujourd'hui je suis conseiller agricole, mais on y reviendra plus tard. Sinon, je suis issu d'une formation assez classique, on va dire. Bac scientifique obtenu en 2018 dans un lycée agricole sur le secteur de l'Aveyron. Ensuite, j'ai pas mal hésité à la sortie de bac entre diverses possibilités d'études. Le métier de l'environnement, le métier des animaux, etc. Au final, je me suis orienté vers un DUT génie biologique, option agronomie à Aurillac, donc en 2 années. Première année, être très bien en études, quitter la maison, etc. Et seconde année, sans trop non plus réfléchir à la suite, bilan à la fin de mon IUT. J'ai pas pu postuler directement aux écoles d'ingénieurs parce que mon dossier ne le permettait pas. Donc, du coup, j'ai fait le choix de faire une année de classe préparatoire post-BTS DUT, sur lesquelles je suis revenu chez moi, dans le lycée où j'étais précédemment, en prépa ATS. Certains ici en sont certainement issus, à l'issue duquel j'ai passé le concours des écoles d'ingénieurs agronomes, dont j'ai perdu la lettre et le numéro, mais c'est pas grave. C'est C ou C2, je ne sais jamais lequel c'est. Comme ça. Je ne sais plus, comme quoi on oublie ce genre de choses après. À l'issue d'une année de prépa qui, pour moi, s'est bien passée et pour lequel j'en garde que des bons souvenirs, j'ai intégré VET AgroSup Clermont-Ferrand, qui était l'école que j'avais mis en haut de ma liste pour des raisons que je vais vous présenter de suite. Je pense que c'est le moment dans la suite. Oui. Donc, pour moi, VET Agro présentait plusieurs avantages. Et le principal, c'était au niveau de la localisation. La localisation n'était pas au sens le plus proche de chez moi, mais au sens dans le secteur dans lequel s'intégrait l'école, c'est-à-dire le secteur auvergnat, avec la montagne, beaucoup d'élevage. Au cours de mon DUT, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce domaine-là que je voulais approfondir et dans lequel je voulais m'inscrire plus tard. Donc l'élevage, l'herbager, à l'étang ou litier, ça, c'était pas trop un souci à ce moment-là non plus. Le second élément que j'avais, c'était l'axe assez, on va dire, la réputation assez technique et l'axe assez pratico-pratique de l'école, lié à son héritage, etc. C'était quelque chose que je voulais. J'en avais un peu marre de faire que des cours magistraux, surtout après l'année de prépa. Donc, je voulais retomber dans une école où on voyait un peu plus de professionnels et où les amphis étaient aussi limités en taille. Me retrouver avec 500 étudiants en amphi, ce n'était pas ce qui m'intéressait outre mesure. Et puis, j'ai aussi pu participer au cours de ma formation à divers échanges ou divers forums qui n'étaient pas en visio, en physique, mais j'avais pu échanger avec des anciens étudiants de différentes écoles. Et tout mis bout à bout, c'est pour ça que j'avais mis Clermont-Ferrand dans mon top, ma première. Je crois que c'était tout en haut de la liste. À savoir que je faisais un peu partie en prépa des illuminés parce que je n'avais pas demandé les écoles vétérinaires. Donc voilà, ceux qui ont choisi les écoles d'agronomie et pas ceux qui les ont subies, même si à la fin des études, on voit beaucoup qu'il y en a qui sont arrivés là en la subissant et qui en sont bien contents à la fin quand même. Oui, j'espère quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu as apprécié en arrivant à l'école? Parce que tu avais déjà un petit peu pris connaissance, peut-être pris contact avec des anciens élèves ou des choses comme ça. Mais en arrivant à l'école, qu'est-ce que tu as apprécié?
J'ai trouvé que très vite, on a eu des enseignants qui ont eu un lien assez proche, où on cassait vite la distance étudiant-élève, où ça permettait d'avoir voilà, plus de proximité et rapidement vous voyez plus le lien vers le monde professionnel, on va dire, rapidement. Mhm. Il y a eu ça. Quand je parlais tout à l'heure un peu de la notion aussi de taille de l'école, des promos plus petites, telles qu'il y avait enfin, moi, quand j'y suis rentré, je crois qu'on était à peine 100 dans la promo. Ça a On est un permis, petit peu plus qu'aujourd'hui, mais ouais. Ça a permis de très vite connaître, on va dire, plus ou moins tout le monde de notre promotion. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Ça donne l'impression d'avoir davantage de liens entre tout le monde et que tout le monde avance dans le même bateau. Et tout le on- monde voilà, crée des échanges qui sont intéressants plus facilement avec des personnes qui ne sont pas forcément aussi issues de nos orientations ou de notre milieu initialement. effectivement. Après, donc tu as parlé un petit peu de notre région, bien sûr. Tu connaissais l'Auvergne un tout petit peu ou... Oui, oui, je connaissais l'Auvergne, originaire. Alors, on vous rassure, il ne neige pas tous les jours à Clermont-Ferrand. Même si ces jours-ci, ça a été un petit peu exceptionnel. Et puis, on peut parler aussi un petit peu de la vie étudiante, aussi de l'ambiance qui sur le campus. Ça peut intéresser certains de nos participants aujourd'hui. Tu m'as dit en arrivant, donc c'est parce que j'ai mis en avant en premier, mais je serais mal placé pour dire qu'on ne s'amuse pas sur une école d'ingénieurs et qu'on ne peut pas y faire la fête et de très bonnes rencontres. Donc voilà, c'est trois Alors, années. il y a ce volet festif, c'est effectivement, et trois- puis le volet associatif. Oui, oui, c'est 3 années qui sont rythmées de tout ça. Et puis moi, j'ai été aussi engagé dans diverses associations, euh, toutes les assos sportives dans lesquelles j'avais pris des responsabilités, et également une association qui permet en dernière année d'école d'ingénieur, on a la possibilité de faire un voyage d'études. Toutes les options font un voyage d'études. Et il y a une association qui permet on va dire, d'organiser des collectes de fonds et des événements pour financer en partie ces voyages d'études pour chacun. Et j'étais dans le bureau de cette association-là et ça a été aussi une belle expérience au niveau associatif par ce biais-là dans l'école, oui, tout à fait. Alors ça, c'est des sujets qui ont été abordés ce matin, qui ont été présentés à notre présentation générale de la formation de l'école. Donc, vous pourrez revisionner le replay de la présentation qui a été faite ce matin. Là, on va se focaliser sur ton métier. Est-ce que tu savais quel métier tu voulais exercer en arrivant à l'école? En arrivant à l'école, mes 3 années, quand même, du coup, après le bac, m'ont permis d'avancer. Et du coup, je savais que je voulais travailler, on va dire, en lien avec l'élevage. Mais j'étais Mhm. pas axé trop. Et, et le parcours à l'école m'a permis de me guider un peu dans ce que je voulais ou de faire des expériences un peu dans différents domaines, du domaine plus technique pour aller enfin, en particulier avec le stage en exploitation agricole qui fait partie de la première année. Donc, moi, dans mon panel, ça allait potentiellement m'installer dans le monde agricole jusqu'à la production de manière, entre guillemets, ce qu'on voit le plus éloigné, qui peut être la recherche plus ou moins appliquée ou plus ou moins fondamentale. Donc, j'ai D'accord. un peu cette, ce périmètre-là en lien avec l'élevage. Et puis, petit à petit, par le biais des stages, auxquels vous êtes venu ce matin, donc, que j'ai fait en relation avec l'élevage ou en relation avec la production végétale, et, euh, et par le biais des échanges aussi, j'en suis venu à progressivement me dire non, il faut que j'ai envie d'être plus au contact du milieu agricole et des agriculteurs en particulier. C'est ce qui fait que dès la sortie d'école, j'ai pu postuler et obtenir un emploi dans l'animation et dans le conseil en élevage. D'accord. Alors, on va y venir justement à ton métier aujourd'hui. Donc, je vais juste passer ma petite diapo suivante. Ton métier aujourd'hui, ton intitulé de poste, c'est conseiller spécialisé polyculture élevage. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est Bio-Bourgogne, parce que peut-être que les participants ne connaissent pas trop cette structure. Et puis, enfin, je te laisse la parole, dis-nous. Donc, au niveau de la structure Bio-Bourgogne, donc c'est une association de producteurs qui s'est regroupée à l'échelle départementale puis à l'échelle bourguignonne.
Il y en a dans tous les départements et dans toutes les régions de France, avec une entité nationale qui est connue par certains, qui s'appelle la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et en gros, toutes ces associations-là sont à la base du conseil et de l'animation autour des filières biologiques, pour faire un peu plus simple. Donc nous c'est une structure donc en Bourgogne. Aujourd'hui, on est une structure d'une petite trentaine de salariés qui intervenons sur tous les milieux. On est 4 en polyculture élevage. Mais j'ai des collègues qui font de la grande culture, du maraîchage, de la viticulture, et après diverses actions en rapport avec les métiers au service des milieux du territoire. Mais ça, c'est une autre conférence, donc on ne va pas s'y attarder dessus. Non, mais c'est possible aussi même structure, dans une même structure comme celle-là, on peut regrouper quasiment toutes les options et tous les profils que peut proposer VET-AgroSup ou d'étudiants formés à VET-AgroSup en tout cas. J'ai d'ailleurs dans la structure où je suis aujourd'hui, on est d'ailleurs 4 de l'école à travers. Une collègue qui travaille avec moi en polyculture élevage, un collègue qui travaille en grande culture et une collègue qui s'occupe de l'animation d'une communauté de communes autour de la mise en place de produits bio, de la distribution de produits bio dans les restaurations collectives, etc. Voilà, pour donner un petit panel de notre structure. Quoi, dans une même structure, on peut avoir besoin de plusieurs ingénieurs agronomes avec effectivement des spécialités un petit peu particulières. Et donc, ton poste de conseiller, ça consiste en quoi sur quoi tu travailles? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Donc, alors là, on a marqué conseiller spécialisé pour que ce soit aussi simple, mais j'aime bien aussi, on a aussi l'intitulé, dans mon intitulé officiel, il y a aussi animateur conseiller. Parce que quand on travaille dans le monde agricole, on fait beaucoup aussi d'animation, de relations entre producteurs, etc. Et donc là, on n'est pas que dans le conseil, on est aussi dans un travail beaucoup plus humain qui n'a pas d'aspect technique, production, mais qui est tout aussi important dans mon métier et dans mon quotidien. Donc moi, ce qui m'intéressait en fait à la sortie de l'école, par les différents apprentissages qu'on a vus, j'ai vu tout l'intérêt d'aborder une structure et une ferme d'un aspect très global. Et c'est ce que me proposait BioBourgogne. BioBourgogne est ce qu'on a vu en école, parce que du coup, on arrivait dans une structure. Moi, dans mon poste, j'ai aucun aspect commercial. Je suis dans une structure qui est gérée par des paysans. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment du service donné par des paysans à d'autres paysans au travers de mon poste. Donc, moi, il s'avère que c'est une structure bio. Donc, du coup, ça m'a permis dans mes missions, il y a toute une mission de veille réglementaire et d'accompagnement des agriculteurs qui s'orientent vers l'agriculture biologique, les conseiller là-dedans et les accompagner avec une approche qui prend l'ensemble de la ferme. Donc, on va prendre toute la partie comptable, toute une partie technique et également voir aussi, et c'est très important, les freins ou les moteurs humains qu'il peut y avoir au sein de la ferme avec l'environnement familial et dans l'environnement professionnel, parce que tout ça rentre évidemment grandement en compte lors de transitions aussi importantes que le passage en bio de l'exploitation agricole. Donc, il y a tout ce volet-là pour conseiller et pour animer les différents groupes d'éleveurs qu'on met en place sur la région. On a un grand panel de formations que l'on propose, soit des formations sur lesquelles on est intervenant si on a les capacités en interne, soit des formations sur lesquelles on fait intervenir d'autres personnes. Et donc ça permet aussi à continuer à se former au cours de notre vie professionnelle et continuer à apprendre des choses pour derrière pouvoir les redistribuer ou les reformuler pour les agriculteurs. Et le dernier gros axe de nos missions, c'est de l'accompagnement technique individuel, donc des producteurs qui ont des demandes spécifiques qu'on va accompagner. Et j'en ai oublié un, il y a aussi de l'accompagnement de groupe, donc des producteurs qui ont envie de se fédérer autour de créer de nouveaux débouchés, autour de mettre en commun des données techniques pour progresser, etc. Tout ce qu'il peut y avoir d'animation de groupe. Voilà, on a un peu tout ce panel-là d'actions au sein de notre structure. D'accord. Donc, tu as expliqué tout à l'heure que BioBourgogne, ça faisait partie de la FNAB qui se décline au niveau régional par des GRAB, c'est ça? Oui, c'est les FRAB, Fédération Régionale Agricole. Les FRAB, les GRAB, voilà. Donc, selon les régions et selon les départements, en fait, BioBourgogne s'appelle BioBourgogne, mais je connais des GAB 22, des GRAB 43, enfin, je cite au hasard, mais voilà, il y a des structures similaires dans toute la France. Et bien sûr, il n'y a pas que dans ce réseau-là qu'on peut exercer ce métier. Ça peut être aussi au sein de chambres d'agriculture ou de... Bien sûr.
Nous, on travaille en collaboration principalement avec les chambres d'agriculture, qui sont un autre acteur important du développement agricole et de l'agriculture biologique dans une certaine mesure. Et après, on travaille aussi en collaboration avec différents organismes et coopératifs, parce que nous, on fait du conseil en élevage, mais les éleveurs que j'accompagne, c'est pas moi qui m'occupe de la commercialisation de leurs produits. Du coup, je travaille forcément en collaboration avec les coopératives qui vont collecter leurs animaux, les coopératives qui vont les fournir en semences pour produire ensemble de ce qu'ils ont besoin sur l'exploitation. Voilà. On a aussi une courroie de distribution entre différents acteurs et vers les producteurs qu'on accompagne. Mhm. Une autre petite question ou grande question. Qu'est-ce que t'a apporté du coup ta formation d'ingénieur? Être formé à Vetagrosup, ça veut dire quels outils tu utilises aujourd'hui dans ton métier? Ça va rejoindre un peu, ouais. Ce que m'a beaucoup apporté Vetagrosup, c'est vraiment le fait d'avoir la capacité d'arriver sur une exploitation agricole et avoir une approche très très globale de cette exploitation-là. Quand on rentre par une seule porte ou entre guillemets par un petit coin, on va voir certains éléments, on va peut-être y répondre, mais on a plus de chances d'y répondre, mais d'en créer d'autres problèmes à côté. Que Vetagrosup a toujours insisté sur vraiment cette notion d'approche du système dans son ensemble. Donc, c'est l'humain qu'il y a dans la ferme en elle-même, et tous les aspects sociaux et humains qu'il y a à l'extérieur de la ferme. Et tout ça, à l'école, et j'appuie dessus, c'est vrai qu'on nous a beaucoup rabâché ce genre de choses, quitte à nous saouler un peu par moment, pour être honnête. Mais au final, on se rend compte que c'est quand même vraiment quelque chose qui est primordial et qui aujourd'hui, moi, est primordial et vraiment fait partie du cœur de mon job. Mhm. Donc voilà, Euh, grande chose. Et après, voilà, dans le métier, comme je disais, on a un peu une courroie de distribution entre divers organismes. Donc ça nous a appris aussi à capter l'information quand elle est pertinente et intéressante, savoir la digérer, la compiler avec d'autres, la remettre en cause aussi suivant notre contexte, le contexte où l'information a été créée et éventuellement l'interlocuteur qui émet l'information. Et après, savoir donner une vision le plus objective possible pour un producteur et en fonction du besoin de l'agriculteur que j'ai en face de moi. mhm. On vous a appris aussi beaucoup à travailler en groupe, à travailler en mode projet. Et ça, j'imagine qu'au quotidien, ça doit t'aider justement à être, comme tu es, à l'interface entre divers producteurs, divers organismes, etc. Je pense que, enfin, tu me diras, je suis sûre quasiment, mais que la formation d'ingénieur, voilà, t'a appris petit à petit à travailler en groupe. Soit, tu l'as sans doute abordé déjà en DUT, ce genre de choses. Mais... Non, mais là, oui, oui, nous aujourd'hui, dans notre service, on est 4, on est répartis sur la région. Donc, on a à la fois une grande autonomie et à la fois, on est obligé d'avancer ensemble. Parce que s'il y a 4, on n'arrive pas à se coordonner et on fait des actions à double. Avec le nombre de producteurs qu'aujourd'hui on accompagne, on explose sur place, quoi. Il y a pas de possibilité. On est obligé de travailler ensemble. On a des projets, on a des deadlines dans les projets qui se mettent en place forcément. Et du coup, on est obligé de se coordonner et d'avancer le plus efficacement possible là-dessus. Et c'est vrai qu'en école, on a des projets qui ont des projets où on va être un petit nombre, où on va avoir des pas de temps très longs pour les mener ou des pas de temps très courts. Et inversement, des projets, on va être plus nombreux sur des pas de temps courts ou des pas de temps longs. Et du coup, ça permet d'avoir un peu cet apprentissage-là, de travailler en ayant le temps de tout planifier et en étant beaucoup à se coordonner, ou travailler en ayant pas de temps pour se coordonner, très peu de temps pour être très actif. Et, et il faut y arriver quoi qu'il arrive, parce que voilà, c'est ce qu'on nous demande, et c'est aussi cette diversité-là qui fait l'intérêt de notre job en tant qu'ingénieur, je pense. D'accord. Pour conclure, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier? C'est d'accompagner peut-être? Dis-moi. Et plus aujourd'hui, c'est d'avoir la liberté d'arriver dans une structure où j'ai aucune recette qu'on m'a demandé d'appliquer et où que j'applique, et où vraiment je mets le temps nécessaire à construire une relation de confiance avec la personne que j'ai en face de moi avant de rentrer sur des éléments plus techniques et de voir vraiment où va aller le producteur. J'ai vraiment ces temps d'échange humain qui pour moi sont cruciaux et primordiaux. Je les ai aussi mis dans mon parcours, etc., pour construire une relation avant de proposer quelque chose à la personne que j'ai en face de moi. Parce que le producteur sait très bien faire son métier. Moi, je suis là pour
l'accompagner, l'aider à le faire encore mieux ou à mieux gagner sa vie ou à réussir sur différentes facettes autres. Mais jamais je peux lui apporter une solution toute faite parce qu'il connaît bien mieux son travail que moi. Ben, merci beaucoup, Damien, pour ce témoignage. Kevin, on est dans les temps, on a 14h20. Donc peut-être qu'on va passer aux questions des participants, s'ils en ont, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors pour le moment, on n'a pas de questions. Alors, comme je le disais en début de conférence, vous pouvez écrire vos questions dans le chat et je les énoncerai à l'oral pour que Damien ou Sylvie puissent y répondre éventuellement. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de questions bêtes, ils sont tous les deux ici pour répondre à vos questions. Alors, nous avons une première question. Quel type de conseils donnez-vous concrètement? Quel type de conseils je donne? Oula, je t'attaque pas par la question la plus simple. On va dire qu'on a le conseil le plus courant, c'est, enfin, un des conseils le plus basique qu'on puisse donner entre guillemets sur notre structure, c'est un producteur qui veut passer en agriculture biologique. Et du coup, je lui présente l'ensemble de la réglementation en accord avec l'agriculture biologique et je lui explique comment sa pratique actuelle doit évoluer ou peut évoluer pour répondre au futur cahier des charges dans lequel il voudrait, par exemple, s'implanter. Voilà, un exemple. Un autre exemple, c'est un producteur qui souhaite transformer son système, transformer ses productions, faire de la vente directe, par exemple, etc. Et là, on va étudier sa comptabilité, étudier ses manières, par exemple, d'alimenter les animaux, de conduire ses prairies, et on va lui proposer des pistes d'action pour faire évoluer tout ça en accord avec son projet. On peut avoir des producteurs qui souhaitent revoir la ration de leurs animaux, et du coup, je les accompagne sur la ration des animaux, sur les compositions de semis. Voilà, pour être plus ou moins précisément et plus ou moins global dans l'approche et dans le conseil qu'on peut donner. Merci. On a une nouvelle question. Alors peut-être une personne qui n'était pas présente en début de conférence. Cette personne demande s'il est possible de répéter votre parcours. Oui. Du coup, bac scientifique en lycée agricole, DUT génie biologique option agronomie à Aurillac, puis prépa adaptation technicien supérieur dans mon lycée précédent à La Roque à Rodez, et puis Clermont-Ferrand, VET-AgroSup ensuite. Et au niveau de VET-AgroSup, on a différents modules que j'ai choisis en rapport directement avec l'élevage ou non. Donc mon stage agricole, j'ai fait dans une ferme laitière en bio, par exemple. Ensuite, on a un stage un peu je ne sais plus comment il s'appelle exactement, agro-industrie, je crois qu'il s'appelle comme ça maintenant. En agro-industrie. Oui. Donc là, moi, je l'ai fait sur la réduction des produits phytosanitaires en grande culture. Après un stage à l'étranger que j'ai fait au Canada sur la gestion de prairies et des grands espaces. Et un stage mémoire de fin d'études que j'ai fait à l'Institut de l'élevage sur la santé animale. Donc voilà, et une option de troisième année qui était adapter l'élevage aux nouveaux enjeux. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Élevage et futur de l'élevage que j'ai fait à VET-Agro. Parfait, merci. Alors, une nouvelle question. Est-ce que si nous ne sommes pas issus d'un milieu agricole, le métier d'ingénieur agronome est accessible pour nous? Eh bien, ça tombe bien parce que je ne suis pas issu du milieu agricole. J'ai pu traîner un peu dans des fermes quand j'étais petit, mais mes parents ne sont absolument pas agriculteurs. Du coup, on m'a transmis ça par du voisinage un petit peu, mais sans être né dans une ferme. Ça change des choses, mais croyez-moi, on peut quand même y arriver, s'éclater dans le métier, même si on n'est pas issu du milieu agricole directement. Et ça peut être un frein dans un premier temps, mais croyez-moi, on a une vision aussi qui vient de l'extérieur et ça peut faire du bien au milieu agricole d'avoir un peu quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui remet des choses en perspective. Parce que comme dans tout domaine, si on est tout le temps dedans, on ne voit plus les problèmes ou on ne voit plus la chose de la même manière que quand on vient de l'extérieur. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez des spécialités? Alors, peut-être que la personne aurait pu être un tout petit peu plus précise, éventuellement, sur ce qu'il entend par spécialité.
si c'est spécialité à l'école, spécialisation, j'ai déjà répondu. Si c'est spécialité dans l'élevage, il s'avère que, comme je vous l'ai présenté, on est 4 sur la région à faire du conseil pour notre association. Donc, pas de spécialisation en termes de système d'élevage que j'accompagne. Je suis basé dans la Nièvre, donc beaucoup d'élevage bovin-viande charolais, en l'occurrence. Mais je fais toute production animale. Et il s'avère que depuis que je suis arrivé dans ce métier-là, je me suis découvert dans l'accompagnement de filières d'agriculteurs en élevage porcin ou en élevage de volailles. C'est tout aussi passionnant, même si je n'y connaissais pas grand-chose en arrivant. Et très bon retour avec les producteurs. Voilà, des choses qu'on apprend sur le tas, qu'on prend d'une filière, qu'on arrive à greffer sur une autre, etc. Et au final, ça se passe très bien. De l'adaptation, c'est important dans tout milieu. Merci. Alors, on va bientôt arriver à la fin de la conférence. Il reste 4 petites minutes. Donc, je vais prendre les questions où il y a le plus grand nombre de pouces. Donc, une question, comment se répartit votre temps de travail entre bureau et terrain? Aujourd'hui, c'est malheureusement 2 tiers bureau, 1 tiers terrain. Mais il faut savoir que jusqu'à il y a 1 an, on était 2 sur la région. Aujourd'hui, on est 4. Grande victoire. Donc, du coup, petit à petit, on va arriver à faire moitié-moitié, voire l'objectif à terme, c'est d'arriver sur 2 tiers de présence sur le terrain et 1 tiers de bureau. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution dans votre métier? Des évolutions en interne, pour moi, c'est envisageable. Voilà, on est organisé en service, on peut grimper en service, dans le service élevage, dans le service technique d'ordre général. On est d'une petite association, mais comme je disais, on travaille dans un réseau. Donc, s'il y a une offre d'emploi qui peut m'intéresser dans une autre région, on est quand même des structures qui travaillent ensemble. Donc, ça peut me donner des accès un peu privilégiés vers d'autres postes ou autres. Ou sinon, après, on n'est pas marié avec une entreprise, quoi qu'il arrive. Et donc, peut-être une question pour Sylvie, qui aura peut-être la vision plus globale. Quel autre métier peut-on faire? Globalement, avec un diplôme d'ingénieur. Je peux présenter les métiers de beaucoup de mes copains, si vous voulez, pour y répondre. Eh ben, vas-y, Damien, dis-nous. Bon, parmi des amis de l'école, il y en a pour partir, on va dire, du plus agricole au moins agricole, ou du plus proche de l'agriculteur au moins proche de l'agriculteur. Donc, j'ai des copains qui se sont installés, des copains qui sont responsables de ferme, que ce soit en tant que salariés ou dans des lycées agricoles. D'autres qui sont animateurs comme moi, des conseillers techniques dans des groupes qui peuvent vendre, des conseillers technico-commerciaux qu'on appelle communément, que ce soit dans des groupes qui vendent des produits végétaux, des produits animaux, de l'alimentation. Des animateurs pour Biolay, par exemple, pour Sodial, dans tout ce qui est laitier. Des certificateurs en agriculture biologique, des conseillers à la banque, parce que ça reste un acteur important du monde agricole. Il n'y a pas que des méchants dedans, vu que j'ai des copains qui peuvent m'écouter, je ne vais pas dire l'inverse. Et après, tous les métiers en rapport avec le machinisme et ça reste une part importante, quelque chose sur lequel moi je peux m'appuyer, c'est aussi les collègues qui font de la rédaction scientifique, de la vulgarisation et du suivi d'essais en rapport avec la recherche, parce que nous, on s'y appuie dessus après sur le terrain. Donc, je ne leur prends pas le boulot, mais je suis content qu'ils le fassent quand même. D'accord, donc là, tu parles de copains qui ont suivi la même option que toi. La même option ou des options proches. Ouais. Des options proches, mais vous le verrez dans les autres conférences, il y a une multitude de métiers possibles, effectivement. Une autre question, quelle est la différence entre un conseiller en élevage et un ingénieur en groupement de défense sanitaire? Il y a une dimension sanitaire beaucoup plus poussée dans un GDS. En sortant de stage de fin d'études, j'avais hésité à postuler pour un GDS et en me renseignant, je me rends compte que c'était des boulots qui étaient très liés vraiment aux problématiques sanitaires et aussi très liés à ce qui est maladies réglementées. Il y a un certain nombre de maladies qui sont plus dangereuses que d'autres et pour lesquelles les GDS ont un rôle crucial dans la gestion des éventuelles transmissions ou développement de ces pathologies-là en élevage. Et le GDS va être très actif là-dessus. Tandis que moi, j'arrive sur une ferme, il ne va avoir aucun problème de santé et ça me va très bien. Et j'arrive avec une autre palette d'actions que j'ai présentée précédemment.
Je suis pas sûr d'avoir répondu, mais sinon, je suis sûr qu'on trouvera un ancien élève pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il fait dans un GDS. Oui, tout à fait. Alors, juste, je vais relier deux questions en une et après, on va clôturer cette conférence. Alors, est-ce que les cours étaient axés production animale ou est-ce que vous faisiez de tout? Et est-ce qu'avoir des lacunes en sciences pourrait être un frein pour être ingénieur agronome? Donc, la première question, est-ce qu'on faisait que des productions animales? En gros, c'était ça, si je me souviens Oui, bien. c'est ça. Ça dépend des modules qu'on choisit en particulier. Donc, suivant au cours de l'école, ça vous a été présenté, je pense. Voilà, il y a différentes périodes où on a un peu des enseignements à la carte. Donc là, on peut aller sur des cours plus techniques, entre guillemets, et plus adaptés à du métier de conseiller agricole. Mais ne pensez pas que l'école d'ingénieurs forme des techniciens de BTS, de BTS PA, par exemple. Ça reste deux métiers différents. Et sans avoir fait de BTS, aujourd'hui, je réutilise des connaissances qu'ont appris des personnes en BTS. Et je les ai appris par le passé, par le futur, soit au fil de l'eau, soit par les personnes aussi qui nous forment quand on arrive en entreprise. Donc, ce n'est pas forcément un problème non plus de ne pas avoir un BTS-PA. On n'est pas obligé d'avoir fait un BTS-PA pour travailler ensuite en tant que technicien agricole. C'est ce que je voulais dire par là. Et j'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'en école d'ingénieur, tu en as parlé à 2 reprises, on fait aussi de la compta, on fait aussi du marketing, on ne fait pas que de la PA. Non, loin de là. Moi, j'ai choisi d'en suivre certains enseignements spécifiques élevage, j'ai choisi de les prendre, et d'autres, au contraire, je me suis dit non, là, j'estime que je préfère découvrir autre chose aussi pour pouvoir après les réappliquer que suivre un parcours 100% élevage tout au long de mes 3 ans avec AgroSup. Très bien. Et concernant les lacunes en sciences, est-ce que ça pourrait être un frein pour devenir ingénieur agronome? C'est vrai qu'il vaut quand même mieux avoir une appétence pour les sciences malgré tout. Il vaut mieux avoir une appétence pour la biologie en particulier. Après, je ne suis pas un pro de physique quantique et ça ne me servira à rien. Et il faut avoir quelques bases, mais c'est pas. Je pense. Enfin voilà, il faut avoir des bases en biologie et comprendre ou arriver à comprendre certains fonctionnements biologiques. Mais après, je pense pas qu'il y ait besoin d'être particulièrement doué en maths ou en physique chimie pour être conseiller en élevage. Très bien, merci à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et puis également à l'ensemble des participants. Et nous allons clôturer cette conférence. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Et peut-être à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Merci Damien.